Hola! Hola, señor, ¿cómo estás? ¿Está bien? Ça va bien, ça va bien. J'ai passé la fin de semaine en train de jouer avec... Mon espagnol est assez limité, honnêtement. Je peux dire je t'aime, je veux manger des tacos, boire de la bière, puis t'envoyer promener. Moi, je en peux traitant dire... de puta. Je peux dire... Spin-moi de ça. Ah oui! Hey, salut! Épisode 17. Déjà? C'est Ça va fou, vite, hein? Vraiment. Ça, c'est quasiment 17 heures de contenu. Ben, honnêtement, là, dans la liste de lecture, en termes de musique, on a 9h10 minutes maintenant de chansons qu'on a traitées. C'est beaucoup. Fait que ça, c'est vraiment un no-brainer playlist pour aller en Gaspésie. C'est vrai, aller-retour. Non, c'est un... Pas aller-retour. Ouais, ça Mettons, dépend. on va à Pointe, là, c'est part de Québec. Ça dépend d'où va à tu Pointe pars. de Gaspé, puis t'as une liste complète pour ton voyage. Bon. Hey, aujourd'hui, un gros programme, hein, quand même. Ben, comme toujours, puis Ah encore une fois, j'ai envie de te dire que c'est d'excellents choix. Tu penses? Ben, c'est toujours d'excellents Non, c'est choix. pas- Pourquoi? Parce que la musique, en tant que telle, c'est toujours une excellente idée d'en parler. Ben oui, c'est beau la musique. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui est beau de la musique, c'est qu'on peut rêver avec la musique, on peut avoir beaucoup d'ambition. Puis, tu sais, je crois que chaque musicien rêve secrètement d'être célèbre, d'avoir une espèce de vie de rêve. Ah, Si c'est... on ok, veut. j'ai Puis là, vu le je pont. mets la table Ah ouais, tranquillement, parce qu'on il a est notre coquin. jeune... quand tu viens de Longueuil, t'es ça Un Longueuilien? Longueuillois. Et les autres, je suis sûr qu'ils doivent se dire Montréalais parce que c'est comme... Ouais, c'est pas... Non, un Longueuilleux. un Longueuilleux. Un Longueuilleux. Parfait. Ben, notre Longueuilleux, Freds, a sorti son quatrième album tout récemment. On s'enverra des fleurs. Ouais. Quatrième album que je souhaitais parler parce que c'est un artiste émergent, plus émergent maintenant, mais jeune artiste qui perce il est plus émergent la pantoute, toile, là. non, plus émergent du tout, Non. mais il reste que bien établi. Mais il pas si longtemps, si on recule dans 2-3 ans, il vendait 30 places à la Chapelle. Maintenant, il faut l'impérial, la répétition. Va en France, Il remplit, a fait le festival de Big Flo et Oli cette année comme artiste invité. Fait que, tu sais, il brille de son côté. Il y avait d'ailleurs une veste très brillante au festival d'été. Pourquoi j'en parle? Parce que je trouve ça intéressant, ce phénomène Freds-là, parce que j'écoute ses chansons depuis 3 albums maintenant. Ça me fascine à quel point que ça sonne négatif dit comme ça, mais à quel point il peut parler de la même chose constamment en se réinventant avec des mots différents. Ouais. Pour moi, je trouve ça un peu redondant. C'est son album, il est bien fait. Là, il on est bien va le mettre en ficelé. contexte, son album Si on s'enverra des fleurs, qui Oui. est sorti le 3 octobre. Le 3 octobre, absolument. Voilà. Juste pour qu'on le dise. Je l'avais pas calé, on s'enverra des fleurs? J'étais plus sûr. Je pense que oui. OK. Mais on s'enverra des fleurs, on le recale une deuxième fois. Mais c'est ça. Tu écouté au complet? Je l'ai écouté au complet avec ma fille qui est une fan finie de Freds. Il est pas mauvais. C'est encore une fois la réalisation, son thème de voix, son style à lui s'y colle bien. Est-ce qu'on réinvente la roue? Non. Est-ce qu'on change le lexique? Pas du tout. Toujours dans le même lexique. Cœur brisé, puis les filles, peine d'amour et tout, puis c'est quelqu'un qui cherche sa place là-dedans. Il y a une chanson qui m'a plus interpellé parce que c'est un lexique différent. C'est la chanson Vie de rêve pour laquelle je mettais la table tout à l'heure. Ils ont fait, c'est un clin d'œil, d'après moi. À Big Flo, j'ai l'impression que oui, cette chanson-là parle d'un garçon qui avait des rêves de grandeur, de devenir un artiste, puis maintenant devenu un artiste, il se sent plus seul qu'il l'était avant de devenir un artiste. Fait que c'est une chanson intéressante. Est-ce que c'est du contenu qu'on a déjà vu? Oui. Est-ce que c'est intéressant de la part de Freds? Oui, parce qu'on change de lexique. Je trouve ça intéressant. Puis encore une fois, c'est accrocheur ce qu'il fait. Je comprends le public cible. Je comprends qu'il exploite une recette gagnante. Puis mais il y a un fond de moi qui aurait aimé agréablement être surpris par de nouveaux lexiques, par de nouveaux horizons. Ça, c'est ma déception d'album. J'aurais vraiment aimé qu'on explore autre chose. Un moment donné, on parlait de Jack Johnson. Puis, tu sais, on disait qu'on avait l'impression que c'était une longue chanson par moment. Tu sais, j'aime Jack Johnson, honnêtement, mais sauf que, tu sais, prochain album, t'es déjà capable de dire ça va être quoi. Parce qu'il fait du Jack Johnson. Freds a un petit peu le même côté. Puis, je trouve ça dur, des fois, d'être critique, dans le sens que ça fonctionne. Fait que sa recette marche. Oui. Obviously. Fait que, tu sais, c'est correct.
personnellement, je l'ai pas écouté tant que ça. Je l'ai commencé, j'avais déjà un problème avec l'album d'avant de le trouver un petit peu trop répétitif. Je l'ai parti, je fais ah non, je suis comme décroché de Fred. Autant j'ai trippé sur les deux premiers. Astronaute, c'est intéressant. Chansons. Oui, Astronaute est encore mon préféré. Le stade, il y a une couple de chansons quand même qui sont bonnes sur l'autre d'après, mais overall, on dirait que j'ai pas tant embarqué. Là, on dirait que j'ai pas... La chanson de Le Stade va su, une des raisons pour laquelle je l'aime et qu'elle a cartonné, à mon avis, c'est parce que justement, elle traite pas du même sujet que les autres. Ouais. Elle est intéressante, puis c'est une chanson, comme on a déjà dit dans un podcast précédent, qu'il n'aurait pas gardé à la base. Puis cette chanson-là, finalement, a décollé. Un carton, là. Mais je salue quand même le travail de Fred parce que je trouve ça intéressant. Puis j'aime le voir aller se développer. C'est cool de voir un talent d'ici qui rayonne à l'international. Absolument. C'est un rayonnement que je tenais à souligner. De même que deuxième rayonnement local, Billy Dupage, qui a assuré sa première partie à la dernière tournée. Jeune artiste pop. Elle, moi, je la considère émergente encore de mon côté, mais émergente de plus en plus populaire puis de plus en plus établie. Elle a signé un nouveau single, Tell Me, tout dernièrement, qui est dans les listes des plus écoutées locales actuellement. Okay. C'est un pop accessible, un pop intéressant. Je crois que c'est à l'image de Billy, qui est une jeune artiste tout réservée, mais avec une voix puis une présence vraiment agréable. Fait que je voulais saluer son nouveau single. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait. Je l'ai pas digué tant que ça en soi. Toi, tu l'avais vu en spectacle, puis tu en avais sorti des bons mots. Mais reste que ce que j'ai entendu sur Spotify, c'est Fake Friends que tu as entendu sur surtout. C'était très bon. Ça s'écoute super bien. C'est intéressant. J'ai hâte de voir... je pense qu'elle a annoncé un album. Oui. J'ai hâte de voir. Je vais l'écouter assurément. Je trouve sans quoi, je la relève. Je sais pas si j'en avais déjà parlé de ça, mais je vais quand même leur plugger rapidement avant qu'on embarque sur nos vrais pics de l'épisode. Mais Billy est tout jeune de son côté, a commencé à faire de la musique. Fake Friends est devenu viral, si on peut dire. Ouais. Ça l'a vraiment propulsé. À quel point qu'une chanson, ça peut vraiment devenir un game changer dans une carrière d'un artiste. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre à tous les jeunes artistes qu'il y a une possibilité dans la musique. Puis, tu sais, je pense pas que Billy souhaitait percer, mais comme je disais tout à l'heure, chaque artiste aimerait ça. Jay Scott, là, il avait fait copilote tout seul à la guitare, ça avait moyen marché. T'as Fouki qui est trippé dessus, il a fait une toune. Ils ont sorti la toune, c'est devenu un hit, puis il est devenu populaire du jour au lendemain. Il y a des chansons comme ça dans la carrière d'un artiste qui sont vraiment un game changer. Fake Friends l'a été pour Billy, puis ça nous permet de vraiment découvrir de plus en plus l'artiste. Assurément. Allez la voir, je sais qu'elle est au bureau de poste à Lévis, début 2026. C'est une salle de spectacle, ça veut dire. Au cas où que vous ne connaissez pas, là. Elle est au bureau de poste, elle va chez Rona, puis elle va finir ça au métro. C'est vrai que ça faisait comme bureau de poste, puis dans le contexte actuel, t'avais l'air d'un stalker qui est en train de regarder son horaire, là. Fait que... Non, le bureau de poste, c'est une salle de spectacle à Lévis. Fait qu'on a encore des belles sélections. Là. J'ai parlé pas mal. Je pense que je te laisserai aller avec ton segment Spin-moi ça en commençant. Bon, ok, parfait. Hey, lançons-nous dans le segment Spin-moi ça. On en a déjà parlé de cette band-là dans le passé. À moins que tu parles pas du même, là. Oui, c'est clairement... EFI. Oui. Donc, EFI, on avait parlé un peu. J'avais fait une petite mention sur le single qui était sorti il y a quelques années. Moi, j'avais amené Sing the Sorrow sur la table. J'ai parlé de Sing the Sorrow. Et EFI ont sorti dernièrement, en fait, leur album Silver Bleeds in the Black Sun. Et honnêtement, c'est un bijou. Un chef-d'œuvre. C'est incroyable. Je tiens quand même à dire, si vous n'avez pas écouté EFI depuis longtemps, on est à 100 lieues de ce que EFI nous a apporté. Puis c'est ça qui est beau avec ce groupe-là. On n'est plus dans le horror punk, on n'est plus dans le goth punk. Là, en fait, ils sont vraiment revenus dans un style un petit peu plus goth rock. Si vous avez trippé Boas, si vous avez trippé The Cure, toute cette mouvance-là en tant que de post-punk, ça embrasse vraiment ces thématiques-là. Tu reconnais des sons de guitare à la The Cure dans le temps de désintégration. C'était genre de... Avec un côté envoûtant, la The Doors et la Joy Division. Hein? Exact. Fait que si vous trouvez là-dessus, le chanteur Davey, en fait, qui utilise principalement une voix vraiment grave, basse, ce qui est complètement opposé à ce qu'on a l'habitude de l'entendre avec sa voix criarde, puis etc. Album ultra atmosphérique, ultra... transcendantal. Oui, tu sais, ça part sur une chanson avec du genre de rythme un peu tribal, avec lui, avec sa grosse voix, avec des effets vraiment, tu sais, la guitare distorsionnée, mais dans le reverb. Ouais. Ça amène vraiment un côté où tu écoutes ça avec
tes écouteurs. Oui, c'est transcendant. Il y a quelque chose de vraiment comme de très introspectif dans cet album-là. Vraiment, vraiment, vraiment incroyable. C'est le genre d'album que... je vais reprendre tes propos que tu avais dit. Cet album-là, c'est un bon vin. Dans les faits, que première gorgée, tu fais comme « Oh, OK, c'est intéressant. » De plus en plus que tu avances la bouteille, tu te rends compte que c'est un grand cru. Puis que même que c'est un des meilleurs vins qui est sorti actuellement. C'est sur le marché. Puis moi, c'est ce feeling-là. C'est que j'ai eu avec EFI. Je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui l'écoutent puis qui vont s'arrêter à la première écoute en faisant « Ah, c'est vraiment pas ça. » Mais donnez-leur une chance parce que honnêtement, ils ont livré de quoi de magique. Impeccable. Vraiment, vraiment impeccable. Pas de filler. Solide album du début à la fin. Thématique embrassée à 100%. Ouais. On est vraiment dans des sons de 70s, 80s, dans les sonorités. Même dans les clips, ils ont vraiment embrassé le côté noir et blanc. Son look avec, aussi, la grosse moustache. La moustache, le genre d'afro avec les dreads, puis etc. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, cet album-là. Plus je l'écoute, comme tu dis, plus je l'aime, cet album-là. Il va s'inscrire dans mon top 10. À quel niveau, à comparer d'autres sorties, je ne sais pas encore, mais ça fait juste me rappeler pourquoi j'aime EFI, c'est qu'ils ont l'audace de faire différent. Ils ont l'audace de ne jamais rester collés sur un style, un genre, puis se permettre d'évoluer. Je pense qu'en fait, EFI nous fait une leçon d'histoire du punk dans leur discographie. Donc, on a visité le hardcore, on a visité l'horreur punk, on a visité le goth punk, on a visité... Là, on est dans le post-punk. Fait que, en fait, ça reste du punk, mais c'est dans une autre branche, un peu comme le métal ou peu importe. T'en as 10 000 branches, puis ils explorent l'univers du punk. Ils le font toujours bien. Ils ont le don de se réinventer avec brio, avec beaucoup de talent et de précision. Cet album-là, je trouve que c'est un coup d'éclat. Honnêtement, j'ai adoré les singles quand ils sortaient. Je trouvais ça intéressant, j'étais intrigué, j'avais hâte d'avoir la vue d'ensemble de mon côté puis de l'écouter d'un bout à l'autre. Puis les singles dans l'album, ça devient vraiment un album hyper thématique, une histoire qui défile. C'est comme un long film. Moi, Birds of Prey, j'ai une anecdote que je t'avais contée par message vocal. Ton moment Cendrillon. Mon moment Cendrillon, je me prends dans le matin, j'ai bu un petit café, je m'en vais prendre ma marche matinale habituelle. J'écoute Birds of Prey, qui est la première chanson, qui, je trouve un peu comme tu disais tantôt, tribal, côté transcendantal. Et je marche dans le parc, après ça, il y a le soleil qui perce les nuages, les feuilles des arbres hyper colorées. Puis là, tout à coup, honnêtement, 5, 6, 7 écureuils ils sont à descendre des arbres, marcher. Il y en a un qui se roule dans le gazon, l'autre joue avec la noix de pain. Puis là, je suis comme, tabarnak, mon café, il était fort en esti le matin, là. Il y a ben trop d'écureuils, ben. Puis avec la musique, là, c'était quasiment un espèce de voyage de Cendrillon. On dirait que j'allais m'envoler. Les oiseaux allaient m'emmener en haut de l'arbre, m'asseoir avec les écureuils, parler avec eux. Hein. C'était vraiment incroyable. Mais cet album-là, justement, te fait voyager. Fait que là, mon moment est très imagé. Mais dans les faits, c'est un album que j'ai très hâte de recevoir en vinyle. J'ai flanché finalement à m'acheter une copie parce que au début, j'ai écouté l'album. J'ai fait, OK, c'est intéressant, vraiment intéressant. Mais de plus en plus que je l'écoute, là, c'est un album que j'écoute en boucle. C'est un album qui va assurément percer mon top 5. Puis je m'avance sur un top 5 tout de suite parce que c'est un album incroyable. Je pensais pas accrocher autant. Quand j'ai écouté les singles, le côté intéressant est devenu exceptionnel. Pour moi, puis ça me plaît beaucoup parce que je suis un grand fan de toute l'époque de Doors, Joy Division, de Cure, comme tu dis. Puis on réunit le meilleur de ces années-là avec un son actuel quand même dans le mix. Tu reconnais pareil la touche EFI. Tu reconnais EFI, tu reconnais son thème de voix, c'est envoûtant. Tu sais, c'est honnêtement, là, tu sens comme une élévation dans leur musique. Je trouve ça. Puis le clip est cool. Fait que EFI, honnêtement, pour moi, c'est un 10 sur 10. Là, c'est un solide. C'est un impeccable. Oui, vraiment. Allez 100%. Écouter ça, mettez ça dans vos playlists, écoutez-le et écoutez-le plus qu'une fois. Écoutez-le plus qu'une fois, puis pas écoutez-le dans l'ordre, honnêtement. Prenez le temps de bien l'écouter. C'est un album que tu peux l'écouter en faisant la vaisselle, mais je t'invite à l'écouter au de moins façon une posée. Écoute avec des écouteurs. Oui, absolument. Parce qu'il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup... Pour bien comprendre l'univers, puis bien l'apprécier, le savourer. Une belle écoute attentive. C'est vrai. Pour la prochaine écoute attentive, ça se prête peut-être moins. C'est un univers complètement différent. Moi, j'amène Jeff Posé. Bien sûr.
Ça, c'est drôle parce qu'on s'entend que Jeff Posé est une figure établie depuis longtemps dans la culture québécoise, étant le compositeur principal des Cowboys fringants depuis longue lurette. Ouais. Vient d'arriver avec son premier album, c'est ça, premier album solo, Les Amours de seconde main, sorti le 3 octobre dernier. Puis ça, c'est drôle parce que Jeff arrive dans la sphère québécoise comme chanteur émergent. C'est comme ça qu'il se décrit. C'est vrai? Puis oui. Okay. Mais effectivement, puis c'est vrai parce que comme solo, lui, il était le bras droit, c'est sur scène. Ah, oui. Et là, c'est à la guitare en accompagnement et tout, mais c'était pas lui. C'est la première fois qu'il front. C'est qu'il frontman, c'est vraiment que là, il va faire une tournée en jouant des chansons des Cowboys, mais en jouant ses nouvelles chansons aussi. Moi, ça m'a bluffé quand j'ai entendu Balançon la première fois la chanson, à quel point c'est la voix de Carl. C'est fou, hein? C'est calqué, c'est que ça a l'air très négatif dit comme ça, mais ça me surprend. C'est que sa voix en vieillissant, elle a pris le rauque de Carl. Ah oui, c'est incroyable. Oui. Puis honnêtement, j'en parlais avec ma blonde l'autre fois. Toi et moi, on fait de la musique, puis même si ça fait 3 ans qu'on fait de la musique, même si je voudrais chanter comme toi, j'ai pas ton thème de voix. Ouais. Je pourrais prendre des patterns, mais être aussi près de ta voix, pour moi, ça serait pas possible. Fait que je trouve ça intéressant de voir, OK, oui, les gars, ils chantent ensemble depuis tellement longtemps que ça se pourrait que les patterns et tout, mais je trouve ça bluffant. À quel point que sa voix y ressemble. Tu sais, les Cowboys, c'est un peu les colocs d'une époque, dans le sens que c'est un band qui Les colocs sont aux années 90, ce que les Cowboys ont été aux années 2000. Absolument. C'est carrément le statement où je veux l'aller. Que les Cowboys ont versé beaucoup de générations, beaucoup de moments, sont allés chercher des sujets hyper intéressants en les adressant au public puis en touchant vraiment les gens en général par une simplicité puis une franchise dans leurs paroles. Ben, Jeff prouve encore que il est capable d'écrire ce genre de simplicité percutante-là. C'est imagé, ça fait du bien. Je trouve que c'est une belle musique, honnête, transparente, simple, imagée, qui fait du bien à l'âme, qui parle, une musique de feu de camp, on se rassemble en famille, puis ce côté-là festif, puis à la fois émotif. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Puisqu'il faut, je trouve que c'est ma chanson préférée de l'album. Puisqu'il faut, je trouve hyper intéressante comme première à la chanson pour sortir l'album. Je la trouve vraiment, vraiment bonne. Mais oui, moi, je le conseille. Puis, je suis pas un fan, moi, des Cowboys de longue date. Dans le sens que j'ai écouté les Cowboys sur le tard. J'ai redoublé, puis c'est plate à dire, mais comme plusieurs, quand Carl est mort, je me suis réintéressé à leur discographie. Je me suis réintéressé au dernier album, à toute leur histoire. Puis là, après ça, j'ai plus digue dans la disco en général. Mais cet album-là, ben, pour moi, me fait vraiment du bien parce que c'est sensiblement un album des Cowboys, mais pas sous le nom des Cowboys. Là, ça a l'air négatif, ce que je veux dire, mais je pense que Jeff, on voit la grande empreinte qu'il y avait dans les Cowboys, parce que là, il n'y a pas les autres membres, mais on a un son qui est très, très, très Cowboy. C'est un peu là que j'aurais été, en fait, je l'ai écouté quand même quelques fois, mais j'écoutais, on dirait, je sais pas pourquoi, j'ai écouté beaucoup le début de l'album, moins la fin de l'album. Puis je t'en ai parlé un peu tantôt. J'ai un avis mitigé sur cet album-là. Je sais pas si c'est le fait que il n'y a pas eu assez de recul avec les Cowboys, mais le fait que ça sonne beaucoup comme les Cowboys fringants, au point de, tu sais, on a du violon, de l'harmonica, la guitare. On est dans les mêmes instruments que les Cowboys, composés comme des chansons des Cowboys, chantés avec une voix très similaire. J'ai pas, moi, regardé les entrevues, puis je comprends que ça veut pas forcément dire que tous les autres gens des Cowboys fringants auraient voulu embarquer dans le projet, mais ça file. Peut-être que, tu sais, mettons, j'écoute un album de Marie-Annick Lépine tout seul. J'écoute Marie-Annick Lépine, puis j'ai l'impression qu'elle a son monde à elle en tant que telle. Là, j'avais l'impression de. J'ai peut-être pas eu le retour de ça c'est Jeff Posé. Là, j'ai une chanson qu'il a écrite pour Carl, La Route du Nord. Ouais. C'est la première chanson qu'il a composée, en fait, pour traverser son deuil avec Carl. Mais c'est la chanson que je trouve qui se diffère le plus parce qu'elle sonne pas comme une chanson des Cowboys fringants. Là, j'avais l'impression d'entendre Jeff Posé, d'entendre de quoi de particulier. Puis je pense que j'aurais pris un album, pas forcément obligé de parler de sa relation avec Carl pendant 11 tunes,
mais j'aurais pris un album peut-être plus dans cette mouvance-là, de quoi de plus intime, de quoi d'un petit peu plus, tu sais, d'aller voir, ok, qu'est-ce qu'il pense, d'aller jouer dans d'autres instruments. Je pense que ça, c'est un côté qui me déplaît un peu, puis qui me plaît aussi en même temps. J'ai comme une relation ambiguë dans le sens je suis content de retrouver le son des Cowboys, mais en même temps, j'aurais aimé ça entendre autre chose que le son des Cowboys. Il y a des chansons qui se filent plus country, qui me parlent moins, qui me rejoignent moins dans le milieu de l'album en tant que tel, mais ça, c'est une question de goût. Là. Fait que, on en parle, toi, c'est dans tes préférés. Ils sont des fois pas sûrs forcément que moi, j'ai le plus aimé, mais peut-être parce que là, on est plus dans de quoi que j'ai déjà entendu comme formule en soi. Fait que j'ai comme un côté où je trouve ça intéressant puis je suis content que ça fonctionne parce que j'aime ce compositeur-là, j'aime le dude, j'aime sa carrière. Je suis un fan des Cowboys moi personnellement depuis longue date. Je les ai connus avec Break Syndical. Je suis allé chercher les vieux albums, les vieilles tunes sur Casa à l'époque parce qu'on les trouvait pas en CD. Puis après ça, je suis allé les chercher sur mon canapé puis etc. Fait que je suis vraiment un vieux fan des Cowboys. Mais c'est ça. Je pense que j'aurais aimé ça moins entendre les Cowboys dans l'album puis avoir vraiment l'impression d'avoir accès à Jeff Posey comme compositeur, comme je le vis un petit peu plus avec Marie-Annick Lépine quand sort quelque chose. Mais au-delà de ça, est-ce que l'album est bon? Oui. Si t'aimes les Cowboys fringants, tu as tous les codes pour apprécier cet album-là. Tu vas reconnaître la patte de Jeff Posey, tu vas reconnaître la patte des Cowboys fringants. Il n'y a rien qui va te choquer dans cet album-là. Ah, ça c'est clair. Mais c'est ça. Peut-être, j'ai mes petits... Il y a une chanson qui fait un peu un petit tour qui est Un chez toi. Je l'aime particulièrement. La route du Nord, qui est probablement une des plus belles chansons de cet album-là. Plus qu'il faut, est vraiment excellente. Ballon sonde, qui est vraiment bonne. Il y en a vraiment une couple là-dedans que je trouve qui valent la peine d'être écoutées. Puis même si t'es pas un fan des Cowboys, va l'écouter. Il y a quand même, ça reste un des excellents compositeurs. C'est indéniable, c'est que Jeff Posey est un des compositeurs les plus reconnus de notre génération actuellement. Puis c'est qu'il a laissé son empreinte. Puis je crois que ça fait du bien. Puis je pense que il y a un côté que j'aurais aimé moi aussi voir autre chose que plus les Cowboys. Puis il y a un côté de moi que j'étais content d'avoir que ça continue. Que malgré le décès de Carl, qu'on continue à avoir de la musique qui fait du bien, qui est un bon mot-cœur. Puis je pense qu'il a poursuivi dans cette lignée-là. Puis c'est comme il disait, Jeff là-dedans, il voulait se prouver aussi à lui-même qu'il était capable de continuer, de se lancer en solo. Parce que c'est lui, contrairement à d'autres, c'est qui ont des projets, c'est sur le side, que ce soit dans la musique ou autre. Lui, il avait rien de tout ça. Il avait que les Cowboys. Je pense que pour lui, j'ai besoin de me prouver, de voir est-ce que je peux m'en sortir tout seul sans les autres. Sauf qu'en même temps, je pense que même si on a sorti Jeff des Cowboys pour son projet solo, les Cowboys, sont partie prenante du compositeur. Peut-être que je trouve juste qu'il aurait pu. Je pense qu'il aurait pu être plus risqué. Prendre des choix plus risqués, quitte à faire, gars, je te livre de quoi de complètement différent, mais c'est peut-être ça qu'il veut faire aussi, puis c'est correct. Mais je pense que j'aurais aimé ça, se sentir moins dans une safe zone, de faire. J'ai l'impression que c'est safe comme album. Ça aurait pu être un pari risqué, ça aurait pu être intéressant. Je pense qu'il nous a livré ça. Il a été égal à lui-même. C'est un album qui est honnête. C'est un bel album, qui est super, qui s'écoute super bien. Il fait du bien, puis je pense que tout le monde qui peut l'écouter peut relate parce que c'est un album simple pour le peuple. Je pense que la musique des Cowboys, ça a toujours été ça. Un album du peuple pour le peuple. Un nouvel album des Cowboys fringants, je trouve tellement que leur dernier est un bel. C'est tellement le meilleur album pour closer une étape de vie. Puis un groupe. Je veux dire, tu peux pas faire mieux comme dernier album que leur dernier album. Puis ça, c'est le dernier album qui c'est Calve est présent. Refaire un album par après, il était pas prêt à ça non plus, mais il a le goût de continuer à faire de la musique. Ben Sauf qu'en même temps, c'est ça. C'est que je pense qu'il a besoin de sortir tout ça. Puis je pense qu'il y a un processus quand même aussi pour le deuil, pour c'est toute cette histoire-là, c'est de perdre son meilleur ami, puis quelqu'un qu'il faut être tous les semaines. Mais j'ai hâte de voir, mettons, son prochain album. Juste voir comme est-ce qu'on continue dans la même tangente, est-ce qu'il va sortir un petit peu. Est-ce qu'il va aller un peu plus champ gauche? J'ai hâte de voir la suite. Là, on va savourer celui-là. On va laisser tourner son album, mais j'ai hâte de voir dans la plus tard. Exact. Mais c'est pour tout. Touche finale pour tout fan des Cowboys, nouveaux fans, anciens fans, ou pas du tout fan, c'est quand même la musique populaire qui fait du bien, mais assurément que c'est un album qui s'écoute très très bien, qui est lumineux et intéressant, je pense. Absolument. Accompagné
peu importe le moment. Honnêtement, est-ce que c'est un album qui s'écoute n'importe où? Ouais. En groupe ou seul? Je vais parler de mon coup de cœur de ces temps-ci. Vas-y. Tu le sais, j'aime beaucoup la musique prog. Ouais. C'est pas une nouveauté. Je pense que j'ai tout le temps un pic prog par épisode. Fait qu'il me faut quand même mon pic prog là, en ce moment. Et il y a un groupe qui mélange le prog, le metal, le death technique, le metalcore. Et ce band s'appelle Between the Buried and Me. Oui. Qui est un groupe que j'affectionne particulièrement. Oui. C'est un band qui livre constamment en qualité, en diversité. C'est des gars qui sont hyper talentueux, des musiciens incroyables. Et ils ont sorti un album qui s'appelle The Blue Nowhere, qui est sorti en fait tout dernièrement. Un album que je savais pas qui sortait. Je l'ai appris parce que je voulais montrer à un collègue de travail, Between the Buried and Me. J'ouvre Spotify pour y envoyer le lien de coma elliptique. Et je vois que l'album est sorti. Je suis comme, oh! Eh ben, je le pars. Première track, malade. Une vibe 80s. Avec des synthés, etc. Mais on reste quand même dans du Between the Buried and Me. Fait qu'il y a de la guitare, il y a du prog, il y a tout, mais avec vraiment une sonorité qui sort, en fait, qui surprend en tant que tel. Et plusieurs chansons dessus qui sont vraiment excellentes. Absent Thereafter, Psychomanteum, excusez, j'ai du mal, Slow Paranoia. Je sais pas comment te décrire. C'est weird, ils ont sorti un vidéoclip vraiment particulier où c'est juste des genres de scènes de motel avec la longue chanson d'intro qui dure 8 minutes, très 80s. Mais ça reste, honnêtement, si t'es un fan de Between the Buried and Me, ça regroupe pas mal tout ce que j'aime, en fait. C'est un genre d'album que tu pars, ça dure 8 minutes, il te livre quelque chose sur la première minute, on spin, on s'en va ailleurs, on spin, puis ça se navigue. Tu sais, il y a comme tu descends à la rivière, en fait, puis tu suis le fleuve, là, puis tu fais comme, je sais pas où ce que ça va m'amener, m'arriver quelque part, puis on verra, là. Il y a un petit peu ce côté-là dans Between the Buried and Me où que tu peux passer d'une musique super 80s, etc., sortir du truc, du genre de vieux jazz, puis après ça revient dans du genre de metalcore avec du scream. On tombe dans... Il y a ce côté-là un peu sinueux. Ouais. Que Between livre à sa façon depuis toujours. Et cet album-là, pour elle, est juste débile. Puis c'est hot parce que c'est une formation de longue date, 2002. Ça fait 23... J'avais 11 ans. Quand ils ont commencé. Quand ils ont sorti leur premier album. Puis c'est des gars qui ont prouvé qu'il n'y avait aucune limite. Avant-gardiste. Puis c'est très... Là, je veux dire, fusion. Pourquoi fusion? Dans le sens que c'est tellement éclectique sans étiquette, où on passe du prog au death, du très technique. Les gars s'amusent, puis montrent à quel point ils sont capables de faire des prouesses incroyables. Puis c'est une formule établie, Between the Buried and Me, mais qui fait du bien à chaque album. Puis tu fais que genre, oh, c'est le genre de ben, oh shit. Tu sais, à chaque fois que tu t'assois, tu sais comme, ah man, crise c'est du talent au pied carré. Puis depuis 23 ans maintenant, Coma Elliptique, c'était moi l'album que j'ai connu en premier de mon côté, qui était particulièrement excellent. Le nouveau, moi, tu me l'as montré récemment. Tu me disais, viens dans mon char, une fois que je suis écouter un truc. J'avais zéro vu passer, pourtant je les suis, puis je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. Mais album qui s'écoute comme un album de Between the Buried and Me, qui s'écoute la bouche ouverte en faisant genre shit, man, c'est fort. Tu sais, je vais dire, cet album-là est probablement à Between the Buried and Me, puis je le dis là, ce que Blackwater Park est à Opeth. Donc, un album qui va définir... J'ai l'impression qu'il y a un album pivot pour Between the Buried and Me, parce que là, on s'en va vraiment ailleurs par moment. Puis j'ai l'impression que ça va changer, en fait, le futur de Between the Buried and Me. Puis comme Blackwater Park a changé la map pour Opeth à un certain moment, en incluant vraiment du prog assumé dans le black, etc. Fait que c'est... non, honnêtement, allez écouter ça. Between the Buried and Me, The Blue Nowhere, c'est un album juste incroyable, majestueux, des musiciens talentueux, le frontman qui est solide, toujours sa coche, toujours on point. Dans Between the Buried and Me,
Between the Buried and Me, pour moi, fait partie de l'élite du métal progressif. Absolument. Fait que, puis encore une fois, ben, il prouve le pourquoi. C'est des prouesses instrumentales de longue durée qui définissent leur présence marquée dans l'industrie puis dans le genre depuis tellement longtemps. Ça fait du bien de voir encore des artistes comme ça, puis hyper diversifiés. C'est le prog, il y a beaucoup de prog quand même qui appartiennent à des années lointaines. Ouais. Je trouve ça le fun de voir maintenant du prog, des touches de prog dans un son actuel, avec des courants actuels, mais à leur sauce à eux. Ouais. C'est se définir sans avoir d'étiquette dans ce genre de musique-là, excessivement difficile, puis eux le font hyper bien. C'est sûr que c'est un excellent pic, encore une fois, mon ami. Je voulais pas en parler forcément puis en faire un gros segment parce qu'on en parle souvent, mais David Gilmour a sorti son album live de sa tournée de son dernier album. Ah ouais? Puis l'album est juste malade mental. C'est la tournée qui a fait genre quelques dates à Boston et tout, il a refait une tournée par après. Je pense qu'il a juste fait quelques dates. Ah, c'est ça, hein? Puis honnêtement, l'album dure 3 heures. Tout est incroyable. Il reprend du Pink Floyd, il reprend des tunes solo. Ça va être le show d'une vie, man, pour elle. Ah, c'est fou. Je rêve un jour de voir David Gilmour. Oui, je l'ai survolé cet album-là, puis... Fait qu'allez, j'en parlerai pas plus longtemps parce que je pense qu'on a parlé beaucoup de Pink Floyd, puis c'est un album live, fait que si vous l'aimez, allez voir ça, mais il est sorti cette semaine, gros highlight. Si je pouvais... C'est ça, bref, je l'ai écouté en boucle j'ai écouté 2 fois, mais c'est 6 heures de vie. Particulièrement excellent, là, mais c'est David Gilmour est un génie de son époque, encore actuel, honnêtement. Donc oui, excellente idée d'aller poursuivre avec David Gilmour dans son album live. Si t'écoutais le Lock and Strange puis que t'as adoré, ben, c'est l'album live. Il est malade. Moi, je vois complètement ailleurs. Je suis pas dans le prog, mais je suis dans un artiste particulier avec une plume pas prog, mais une plume très aiguisée. Je parle de Cogité. Ben oui. Cogité, pourquoi? Ben, on le salue d'ailleurs, on est allé à la radio il y a pas longtemps. Oui. Toi et moi. On l'a croisé. On l'a croisé par après, puis un chic type. Tellement simple, tellement gentil, accessible, il se prend pas pour un autre du tout, puis pourtant a une des plumes les plus aiguisées du rap québécois actuellement, maître de la multisyllabique. Maître aussi des freestyles, de tout ce qui est cypher. Je trouve ça intéressant. Je vais vous parler de l'album Lettres de noblesse qui est sorti le 20 septembre 2024. Juste pour les mettre en contexte, vite, Cogité, c'est lui qui a gagné en fait la fin des faibles. Oui. Et il a été aussi finaliste mondial du MC Challenge à Brooklyn. Oui. Donc, juste pour dire, il sort pas de nulle part. Là, c'est quand même quelqu'un qui a prouvé sa place. Là. Qui a été invité à un festival au Sénégal aussi. Ouais, ça c'est malade. Là. C'est un artiste qui a fait jaser, qui continue à faire jaser, puis qui a une culture, puis une vision de la game, du rap et de l'écriture que je trouve intéressante. Ouais. Parce que moi, au début, quand on s'est vu, je vais parler de Lettres de noblesse, mais je veux quand même parler de ce segment-là, de la discussion qu'on a eue avec lui, que je trouve intéressante. Moi, je suis pourri en freestyle. Moi, j'écris depuis longtemps. J'adore écrire, puis j'aime ça être incisif, ça veut dire de quoi, puis de retravailler les textes. J'ai une façon d'écrire, mais à froid. Le freestyle, pour moi, je vais te parler de trucs vraiment très banals. J'ai pas cet art-là. Je me dis, comment qu'on fait pour venir à développer le freestyle? Puis la phrase qu'il a dit, qui m'a interpellé, c'est « faut que tu acceptes de te planter. Faut que tu acceptes de laisser ton orgueil de côté puis d'être mauvais au début. » Puis ça, pour un MC, pour un artiste, c'est excessivement difficile à faire. Puis quand tu vas voir mes vieux freestyles versus les nouveaux, il y a une amélioration. Tu te prends des patterns, un peu comme Harry Mack. Tu vois, ça en est des patterns qu'il vient avoir quand tu écoutes ses vidéos, mais cette maîtrise-là, fait que c'est un muscle qui se travaille. Puis c'est beaucoup de pratique. J'étais très présent sur la toile, dans des freestyles, dans des segments, dans des cyphers, dans des participations des émissions de radio où les gens ils donnent des mots puis qui va venir à bouncer là-dessus en parlant d'actualité. C'est un artiste hyper talentueux. Lettres de noblesse et l'album qui a signé sa victoire de la fin des faibles, qui a réalisé par la suite, qui a été mixé par Moussi, qui était un artiste super établi, un rappeur il y a quelques années, qui est maintenant réalisateur. Là, je crois qu'il s'est retiré de l'industrie, puis j'en parle pas longtemps. C'était le dernier album à réaliser. C'est ça, Cogité a eu la chance
travaille avec Mossy avant que Mossy se retire. Cogité dans Lettres de noblesse, pour lui, il définit son rap comme un rap de prestige. Je trouve ça super intéressant parce que Lettres de noblesse va vraiment dans ce courant-là. On dirait quasiment qu'on pourrait faire un feat avec Petit Roi. Absolument, ça serait le fun, ça. Ça serait malade. On pourrait envoyer quelque chose, voir ce qu'il en pense, puis voir ça peut nous mener où. Ça serait cool. Mais honnêtement, c'est un voyage dans l'univers des mots. De l'écriture. Je trouve ça incroyable, son cerveau, la façon qu'il est fait, puis à quel point il y a une maîtrise de la multisyllabique, puis pas de la multisyllabique de base, mais puis pas juste des mots pour rimer, juste pour faire rimer sans avoir de sens. Il réussit à avoir du sens, de la précision, et le rendre de manière impeccable, puis on le voit qu'il y a un côté raffiné. Que c'est travaillé à maintes et maintes reprises, c'est pratiqué. C'est beaucoup pas de l'acharnement, mais une persévérance hors norme. Puis je trouvais ça intéressant parce que j'avais hâte de voir comment que le freestyler, le gars plus de slam et d'écriture, allait pouvoir transposer ce talent-là dans de la musique. Puis avoir de la musicalité, avoir de la profondeur, avoir du contenu puis de l'enrobage à travers tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est présent dans son album Lettres de noblesse, qui s'écoute super bien. J'ai un gros coup de cœur, moi, pour la chanson Interstellar que j'ai écouté énormément. J'aime son ton de voix, j'aime l'enrobage, je trouve que c'est une chanson qui est complète, c'est une chanson qui pour moi, qui est un banger pour moi dans le sens qu'elle est efficace, elle me fait du bien, j'ai goût de la réécouter. Mais cet album-là, si vous avez envie d'être, époustouflé par le choix des mots et par le talent d'écriture de Cogité, vous allez être sérieux. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé de cet album-là, puis je vais faire un petit passé, mais de un, oui, il y a la maîtrise du multisyllabique, mais un peu à la... Tu sais, les grands paroliers de rap, là, on va prendre un exemple, Eminem ou whatever, où est-ce que tu es capable de jouer dans le multisyllabique et du multisens. Oui. Puis ça, tu sais, il flirte beaucoup là-dedans de façon intelligente, puis c'est vraiment bien fait, bien structuré. Puis souvent, c'est ça, il y a une double réflexion dans les mots qu'il va choisir pour dire... Il y a une multisyllabique, il y a un sens premier, il y a un sens second. C'est quelque chose que j'admire beaucoup, en fait, de ce qu'il fait. Lettres de noblesse, c'est un album que j'attendais quand même. Là, il est sorti, ça fait un peu moins qu'un an, là, mais... Ça fait un an, en fait, c'est le 20 septembre l'année passée. Donc, moi, quand j'étais, ça fait longtemps quand même que je le connais puis que je le suis en soi. Et une des... OK, le mot est fort. Une des peurs, je n'avais pas peur, mais c'est que je trouvais qu'il y avait une grosse qualité en termes d'écriture, en termes de flow. Mais souvent, je trouvais qu'au niveau des refrains, au niveau de la musicalité, c'est là que ça... Des fois que je trouvais que on n'est pas tout à fait là dans ce qu'il faisait. Puis c'est peut-être à tort en tant que tel, en disant peut-être que son but c'était de prouver ses capacités de rapper en tant que tel. Je trouve que là, dans cet album-là, il a vraiment réussi à prouver qu'il est pas seulement un bon rapper ou un bon MC, un bon écrivain, mais en fait les chansons ont une belle structure musicale, des bons hooks, des bons refrains. Je trouve que c'est vraiment un album complet en tant que tel, parce que souvent il sortait des chansons en single, etc. Il y en avait des bonnes, les tunes étaient bonnes, mais pas forcément des chansons qui me restaient collées en tête, parce que tu peux pas avoir du rap tant que ça dans la tête, à moins que tu es un gros fan, mais tu vas souvent avoir quand même, Mockingbird d'Eminem, tu as plus souvent le refrain de Mockingbird qu'un couplet, là. Ah oui. Fait que souvent, il y a des chansons que je trouvais bonnes lyriquement, mais quand arrivaient les refrains, ça me collait pas. Là, tu vois, cet album-là, je trouve que tout est bien maîtrisé. Fait que les mots sont là, les propos sont là, il y a de quoi à dire, ces textes sont intéressants, sont bien structurés, sont bien montés. Je trouve qu'il a vraiment pris du galon depuis 1 an, 2 ans. C'est fou à quel point ce gars-là atteint vraiment un nouveau niveau de sa manière, en fait, de composer. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à amener, comme je dis, de quoi de plus professionnel dans la manière de structurer ses chansons, d'amener ses refrains, d'amener ses mélodies. Ce qui fait en sorte que c'est un album qui file vraiment, vraiment complet. Et c'est un album qui, pour moi, est un incontournable pour n'importe quel fan de rap. Mais même si t'es pas un immense fan de la culture rap,
Puis peut-être que mon parallèle va être boiteux, mais tu sais, je connais beaucoup de gens qui trippaient à l'époque Loco Locas, mais qui trippaient pas forcément en rap. Cogité s'inscrit un peu là-dedans, parce que la force de Loco Locas, c'était d'être capable d'écrire, de jouer avec les mots. Ouais. C'était pas des gens de la game, c'était pas des gens, c'était des intellectuels politiques. Cogité, c'est un intellectuel humain. Il y a des textes un peu plus politiques ou un petit peu plus... quand je dis politique, ça veut dire on parle de femmes, etc. Mais ça reste quand même que c'est l'humain qui est au centre de son œuvre, mais avec une qualité d'écriture digne des meilleurs. Pour l'avoir rencontré récemment, c'est vraiment un bel humain avec des skills incroyables. C'est le cas de dire que les Emmanuel au Québec ont un talent fou, cogité, coriace. Faut dire que c'est deux grandes plumes, deux grands rappeurs que j'admire beaucoup. On parlait bientôt, toi et moi, Seth, d'avoir des invités à venir parce que on a rodé notre formule. On commence à avoir envie d'inviter des gens pour encore plus ajouter de saveur à notre podcast. Cogité, je le lance comme ça. Si tu nous écoutes, si tu entends l'extrait, puis on est déjà en relation, de toute façon, on serait assurément content de t'avoir sur le podcast. Assurément content aussi d'avoir une collaboration musicale avec toi. Donc, écris-nous, on en rejasera de tout ça à court, moyen ou long terme. Ouais. Je vais y aller avec un autre, pour rester dans la scène locale. Oui. Je vais y aller avec le dernier album de Cœur de Pirate qui s'appelle Cavale. Oui. L'as-tu écouté un peu? Je l'ai écouté un peu, puis Cœur de Pirate, c'est un artiste que j'aime beaucoup depuis fort longtemps. Ouais. Mais tu vois, par exemple, je l'ai pas suivi assidûment. Dans le sens que j'ai beaucoup aimé ses deux premiers albums, qui étaient un album éponyme et Blonde. Blonde. Ça, beaucoup. J'ai aimé beaucoup sa trame sonore de Child of Light. J'ai suivi quand même plusieurs albums, mais je l'avais perdu de vue un peu. Et elle avait sorti son single pour Cavale, là, qui m'échappe. C'est quoi le nom de... C'est pas Cavale? Je suis pas certain. Laisse-moi faire une petite recherche rapide. Bref, qui m'avait interpellé. Cavale, c'est ça? C'est l'album que tu parles? Oui, c'est ça. Ouais. Mais le premier single qui a sorti de cet album-là, que j'ai un petit blanc, mais je pense que c'est Cavale, en fait. Je pourrais bien me dire ça. Voir. Ouais. Allons-y avec parler, puis on... mais bref, tout ça pour dire que je trouvais qu'il y avait de quoi d'intéressant. Première single était Cavale. C'est ça, hein? Ensuite, Château de sable et Mélancolie. C'est ça, moi c'est Cavale. Et puis, album un peu différent de ce qu'elle a l'habitude de pondre en tant que tel. On est vraiment dans du pop électro très 80s, qui rappelle la chanson française des années 80. Dans la sonorité, dans les manières de faire, etc. Il y a un côté un petit peu plus... un petit peu d'une autre époque, mais avec un côté moderne quand même dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle livre. Des textes, en fait, qui sont intéressants aussi, en fait, où est-ce qu'elle parle beaucoup de ses troubles obsessifs compulsifs, en fait, de ses tocs, de tout ce qui est, en fait, c'est très introspectif comme album, c'est très... je veux dire, des textes un peu anxiogènes sur une musique qui fait du bien. Je vais dire ça comme ça pour dire de quoi de beau. Mais vraiment intéressant. Il y a une chanson où elle parle, tu sais, un peu comme Fred, qu'elle parle de son rapport à la célébrité. Ouais. Mais plutôt que de faire je suis célèbre et j'aurais aimé ça ne plus être célèbre, c'est plus en fait un autre angle qui est j'ai peur de plus être relevant. J'ai peur que le monde n'aime plus ce que je fais. De plus être là. Tu sais, puis fait que, tu sais, le côté en fait de juste faire comme est-ce que je suis encore pertinente dans ce que je fais, dans mon art, puis etc. Fait que c'est beaucoup des questions comme ça qui se posent tout au long de l'album, que je trouve ça vraiment intéressant en fait en soi, puis t'as accès, on dirait, vraiment au cerveau de Béatrice dans cet album-là, ce qui, pour moi, était vraiment intéressant. En soi, elle parle beaucoup de son anxiété. Donc, je pense qu'elle a ses struggles. Elle a passé à travers d'une deuxième naissance. Elle a passé avec des problèmes de santé, etc. Fait que j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de choses qui est accumulées, qu'elle s'est permis en fait de parler de façon très très ouverte dans cet album-là. Et c'est un album qui, étrangement, fait du bien. Je l'ai écouté la première fois en m'en allant marcher. Je suis allé voir un show d'humour. J'avais une marche à faire. Je l'ai écouté. Puis c'était comme une marche agréable. Sans trop porter attention aux propos. Fait que j'étais comme, c'est feel good, etc. Ça me rappelait les vieilles musiques françaises et tout. J'ai écouté une deuxième fois en prêtant une attention pareille. Puis j'étais comme, oh, quand même, il y a de la profondeur. Là. C'est pas
sa musique est light, mais les propos le sont pas. Là. Mais vraiment, thumbs up, Béatrice, Cœur de pirate. C'est Cœur de pirate, ça a toujours été ça pour moi. C'est quelqu'un de très sincère, de très touchant, très envoûtant. Moi, son thème de voix m'a toujours énormément plu. Ouais. Puis comme personne, c'est quelqu'un qui s'est toujours dévoilé de son côté de façon très transparente, authentique. Quelqu'un de très honnête dans sa vie de tous les jours aussi. Je trouve que cet album-là rend hommage à la personne qui est beaucoup dans l'introspection, dans s'affirmer, on a tous des combats. Puis je sais pas parce que je suis populaire que j'en ai pas. Au contraire, mes combats, mais s'ils peuvent vous aider, vous, mon public, c'est à grandir, comprendre puis à relate, ben ça va avoir servi à ça, ma popularité. Puis je trouve ça intéressant, son rapport justement à ses fans, à ses propres combats, ses propres démons à l'intérieur, puis de si bien le transposer en musique, c'est à continuer à nous montrer que c'est un artiste établi depuis longtemps, qui a une place bien spéciale dans la culture québécoise, puis qui le fait bien. C'est toujours, moi, des albums Cœur de pirate. J'ai les CD Blonde et Cœur de pirate éponyme. C'est deux albums que j'aime beaucoup encore aujourd'hui écouter parce qu'ils font du bien. Elle a une belle voix, c'est une belle personne. Puis sa musique est remplie de douceur puis de bienveillance. Ouais. Puis ça, ça me touche à chaque fois qu'elle sort un album. Puis cet album-là, fait pas exception au reste de cette discographie. Je trouve que c'est la preuve, puis je sais pas à quel point ça se dit, mais tu sais, elle a tout sur papier pour tout à envier. Elle a une belle carrière, elle a percé en France. Elle ne doit pas être à plaindre en termes de carrière. Elle a sa maison de disques, elle livre des projets de qualité, elle signe des artistes incroyables, etc. Mais au bout du compte, ça reste quand même un humain qui a des struggles, puis qui a plein d'enjeux, etc. Fait que c'est pas parce que tu réussis dans ta carrière que forcément tout est facile puis tout est simple. Puis je pense des fois c'est un rappel de faire, en arrière de ça, c'est tout le temps des humains. On est tous humains. Ouais. Au même niveau, c'est au final. Puis je trouve ça intéressant parce que ça nous ramène toujours dans cette vérité-là de la vie qu'on est tous égaux. Donc, merci à nouveau Cœur de pirate pour cette belle œuvre-là. Très cool. Super bel album. Moi, je vous parle de mon côté, de ma découverte à moi, puis on continue à aller dans la douceur puis dans la bienveillance. Ça fait du bien à l'âme. Je vous parle de Pineapple Thief, de Pineapple Thief, avec l'album Your Wilderness, sorti le 12 août 2016. Donc, ça va faire 10 ans déjà. L'année prochaine. Ouais. Pourtant, moi, c'est un groupe que j'ai découvert tout récemment dans mon élan progressif et de la recherche. Tu m'as transformé, man. Ma découverte de la prog m'a subjugué. C'est vraiment incroyable. Mais non, Pineapple Thief, c'est un album que je me suis commandé en vinyle. Pas encore eu le temps de l'écouter alors, au moment où on se parle en vinyle, mais c'est un album que j'ai écouté maintes et maintes fois dans les derniers jours, dernières semaines. Puis ma blonde, elle a adoré cet album-là. Ce qui est intéressant, comme je parlais parfois dans les épisodes précédents, elle n'a pas la même culture musicale, la musique n'a pas la même impact, la même importance dans sa vie. Par contre, je commence à voir un peu le genre de courant puis la musique, puis ma blonde est très prog, blues, dans l'émotion transportée par la musique, par les instruments, puis cette douceur-là, puis cet album-là, je le trouve doux, percutant. Tu sais, il transperce l'âme. Je crois que la voix, les arrangements, il y a du talent. Tu sais, c'est un album qui est beau. Pineapple Thief, en fait, c'est du prog atmosphérique. Oui. Donc, on n'est pas dans comme le Between the Buried and Me ou peu importe. On est vraiment dans quelque chose qui est très vaporeux. Oui. C'est souvent la musique qui est très douce. Mais tu sais, avec vraiment des signatures de prog, où on joue dans les signatures de temps, on joue. Tous les ingrédients du prog sont là. Mais en fait, l'enrobage est vraiment feutré. La manière de chanter, etc. C'est n'importe qui est très près Pink Floyd dans les... mettons, pas de Wall, mais plus Dark Side of the Moon. On est peut-être plus là-dedans, dans des œuvres, des longues œuvres douces. Ah, mais c'est d'une beauté déconcertante. Ça fait tellement du bien, tu te sens le cœur léger quand tu écoutes ça, puis ça te transporte. C'est vraiment un beau voyage doux. On dirait un voyage qui est
t'es transporté par un nuage. Ouais. Tu sais qu'il n'y a plus rien. Tout s'évapore. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est un album qui m'a fait beaucoup de bien puis qui m'accompagne régulièrement. Tu peux pas être fâché puis écouter du Pineapple Thief. Impossible. C'est une détente absolue. Honnêtement, je vous le conseille. Et c'est Pineapple Thief, c'est intéressant parce qu'il existe depuis 1999. Ouais, c'est un vieux band. Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps, mais ça, c'est drôle que je m'étais tellement intéressé au courant à ce moment-là, donc naturellement que je les connaissais pas, moi de mon côté, mais c'est une découverte incroyable. Là, c'est ma porte d'entrée pour moi, Pineapple Thief. Après ça, t'as vraiment une grosse... Donc, j'ai encore beaucoup de choses à aller explorer, mais cet album-là, pour moi, actuellement, est une sacrée belle découverte. C'est leur album le plus connu. Fait que t'es rentré par la grande porte, là, on pourrait dire. Après ça, oui. C'est un groupe digué, leur discographie. Mais oui, c'est une super belle porte d'entrée. C'est fou, pareil, l'album le plus connu, mais après 17 ans de carrière, ça a été long avant que... Est-ce qu'ils ont eu, mettons... Là, j'ai l'air à parler comme vraiment, puis c'est comme un inculte, là, mais est-ce que c'était très populaire, mettons, avant cet album-là? Ben, c'est pas très populaire. À la base, c'est ça. Mais avant, ça reste quand même niche comme style de musique, mais... Honnêtement, c'est un peu comme Dark Side of the Moon. Je veux dire, avant Dark Side, Pink Floyd, on a fait des albums. T'as eu Middle, t'as eu Atom Heart, etc. C'est vrai. C'est juste que ça a été un game changer. Ça a été le moment où ils ont percé un petit peu plus le grand marché. Pineapple Thief, c'est un peu ça leur scope à eux, mais c'est comme l'album. J'ai hâte de voir ce qui a précédé Your Wilderness, parce que je comprends pourquoi que ça a été un game changer, parce que c'est vraiment un album particulièrement beau. Il est vraiment beau. Complet, efficace. Incroyable. Yes. Donc, ça serait ça ma découverte à moi. On est déjà rendu à l'outro, à la fin. Ben, l'outro, moi, j'avais encore un autre truc. Ça se peut-tu ou c'est pas voulu, ça? C'est quoi ça? Joran. Ouais. Ah oui, parce que je pense au début, je voulais faire un segment nostalgique. Ouais, puis on peut en faire un segment nostalgique. Tu peux finir avec Joran pour que tu finisses avec ton outro. Ben, je peux. Moi, de mon côté, comme je peux parler de mon segment nostalgique aussi. Mais. Ou on le garde pour un prochain épisode. Oui, je pense que je le garderai pour un prochain épisode. Fait que dans le prochain épisode, je vous parle de Joran. Et moi, je vais vous parler de mon autre Emmanuel Corias. Emmanuel 3. Emmanuel 3. Non, c'est Emmanuel 2, parce qu'Emmanuel 1. Ben, dans les faits, sont égaux, mais Emmanuel 1, c'est Corias. Désolé quand je dis. Moi, je parlais des films soft porn des années 80. C'était décevant, ça. On est moins déçus, par contre, pour la conclusion. Notre fameux segment local, c'est moi qui l'ai proposé, puis à chaque fois, là, je me sens... j'écoutais avec ma fille, moi, cette découverte-là dans le segment local, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous ont envoyé des chansons, des albums. Ouais. Moi, je les connaissais pas de mon côté, puis on écoutait, moi et ma fille, ce que les gens nous ont envoyé. C'est ce qui m'accroche. Je voulais des choses qui m'accrochaient à l'oreille, dans mes goûts, à moi. Ce qui veut pas dire que tout ce qu'on m'a envoyé n'est pas bon. C'est pas ça que j'ai. Pas du tout. C'est très diversifié ce qu'on a reçu d'ailleurs. T'as pu l'écouter aussi. Ouais. Mais ça m'a interpellé de mon côté. Puis par la suite, désolé, j'étais pas au courant du TikTok, de la folie virale de Feel Good et Charlotte Cardin. Puis moi, je la trouvais super intéressante, cette chanson-là. Puis je vous parle de 6 Years No Sleep, qui ont repris la chanson Feel Good. C'est la chanson qu'ils nous ont envoyée de notre côté pour les écouter. Mais toi, t'as un background, toi, tu connaissais déjà. Ça fait un petit bout que je les suis. En fait, on parle de 6 Years No Sleep, qui est un groupe de pop-punk, skate-punk. Montréal? Non, de Lévis. Ah oui, c'est vrai, c'est pas de Montréal, les autres. Non, ils sont de Québec. Oui, t'as bien raison. Vraiment, vraiment solide. Pour n'importe quel fan qui trippe, style New Found Glory, ou toute cette mouvance de pop-punk-là, sont vraiment là-dedans en tant que tel. Ils embrassent les codes, mais c'est une production toujours hyper léchée et tout. Puis j'avais même parlé un peu au chanteur, parce qu'à un moment donné, il cherchait un guitariste ou un bassiste, puis j'avais fait comment peut-être. T'as fait jouer avec eux autres, toi. Je sais pas. Mais finalement je pense que c'est moi qui ai juste fait comment. J'ai pas fait de follow-up, là, mais reste que c'est un groupe. Puis ils ont fait aussi. Ils ont eu une chanson qui a buzzé un petit peu parce que il y avait Isabelle Desjardins qui était venue feat sur une tune avec eux autres. Puis c'était cool. Puis c'était avant, je pense qu'elle annonce son Ben. Okay. Fait que c'était comme un retour d'Isabelle dans le monde punk. Mais non, vraiment. Une vie de G, t'as apprécié. Hein?
Puis là, ça, ils nous ont envoyé un cover. Tu savais même pas que c'était un cover, en fait, de base, c'est drôle. Moi, je l'ai écouté, puis j'étais comme, hey man, c'est vraiment nice. Ça commence en français, là, il y a le refrain anglo, puis je trouvais que l'habillage était vraiment le fun, le côté instrument et tout. Tu m'as montré tantôt, je l'ai appris avant le podcast, là, littéralement, m'être bien franc. Là. C'est très drôle. Puis c'est ça, j'ai pas beaucoup écouté Charlotte. Je reconnais son talent, mais je me suis intéressé particulièrement. Ouais. Mais cette chanson-là, j'ai pas le choix de dire pas qu'elle sonne mieux que l'original, mais c'est un registre qui me parle plus. Pour quelqu'un qui aime pas Charlotte puis qui aime le punk, allez écouter ça. Là. C'est vraiment une revue de la chanson Feel Good de Charlotte Cardin. C'est juste que c'est ça, sur TikTok, ça a comme vraiment fait... C'est viral, là, ce que tu me disais pas mal? Ben viral. Oh oui, non, viral. Viral, à ce point-là? Viral fois 1000. Là. Ah ouais? OK. Ah oui, tu pouvais pas ouvrir TikTok sans avoir un meme, une reprise, quoi que ce soit de cette chanson-là. Puis mais j'ai pas entendu, mettons, j'avais pas entendu la chanson avant aujourd'hui. J'ai pas entendu les autres reprises qu'il y a eu de tout le monde. Mais buzzé au Québec, en France, partout dans le monde. Fait que t'avais vraiment, c'était viral à l'international cette chanson-là. Okay. Fait que je pense qu'ils ont surfé sur cette vague-là de faire, on va faire notre version. Même si ça s'inscrit dans un courant de popularité puis de viralité. C'est une chanson qui m'a accroché. C'est dans les listes de lecture, je me suis dit, OK, je veux parler de ces gars-là. Leur relecture est super bonne. Elle est vraiment super efficace. C'est excellent. Puis ces gars-là sont hyper talentueux. Ouais. Puis ils prennent leurs affaires au sérieux. Ils ont sorti comme 4-5 singles depuis 2 ans, je pense. Ouais. Fait que ils vont tranquillement, mais chaque chanson qui sort, c'est des bangers. Là. C'est vraiment, vraiment excellent. Ils sont du calibre des plus grands. Je disais New Found Glory, Goldfinger, etc. sont au même statut en termes de qualité que les plus grands artistes de leur genre. Là. C'est vraiment ce qui m'a interpellé, c'est la qualité du son, de l'enregistrement, le talent, tout est là, tous les ingrédients sont là. Ouais. Puis je trouvais ça triste, pas triste, mais de voir que la portée qu'ils ont versus la portée qu'ils pourraient avoir n'est pas égale à leur talent actuellement. Moi, leur talent, je les trouve très talentueux. J'espère vraiment que les gars, ça va décoller pour dans un futur proche, disons, parce qu'ils méritent ça. Tu as dit New Found Glory, puis moi, honnêtement, je mets New Found Glory à côté, puis pour moi, on est égal. C'est pas gênant, là. Non, c'est ça, mais je pense qu'ils ont juste peut-être pas une fréquence de sortie assez haute, parce que là, 5 tonnes en 2 ans, en termes de ratio, c'est pas immense. Ils en ont sorti une nouvelle qui s'appelle FOMO, qui est bonne aussi. Mais non, allez suivre ça. 6 Years No Sleep. Les gars sont super sympathiques, sont hyper proactifs sur les réseaux sociaux. Sont engagés dans leur musique, ils prennent ça au sérieux. Je les ai jamais vus en show, j'aimerais ça les voir en show. Mais vraiment, vraiment... c'est à surveiller. Tu disais Lévis, moi, je sais pas pourquoi j'ai Montréal en tête, mais j'ai peut-être m'allégué un autre segment local, mais si c'est Lévis... assurément que c'est facile pour nous de spotter un show. À limite Québec, là. Mais de mémoire, sont de la Rive-Sud. Ouais, tant mieux. Mais non, allez les écouter, allez encourager ce genre de band-là parce que c'est ça. C'est du haut calibre de leur style, puis c'est excellent. Oui, non, vraiment, ça m'a vraiment interpellé dans toutes les sélections que vous nous avez partagé. Continuez d'ailleurs à nous partager vos chansons solo, vos groupes, les groupes d'amis aussi que vous avez le goût de mettre sur la map parce qu'il n'y a rien de plus beau dans la musique que le réseautage. Puis d'avoir des appuis d'amis, famille ou d'autres musiciens. On veut faire rayonner la musique locale, comme on dit. De notre côté, avec ce segment-là, on a encore plein de beaux segments à venir parce qu'on a encore beaucoup de contenu à aborder, parce qu'on a quand même beaucoup de chansons à écouter encore d'ailleurs. Allez sur, si vous nous écoutez sur Spotify, peu importe, soit mettez-le en commentaire directement dans Spotify ou écrivez-nous sur Petit Roi. Ouais. On est sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Donc Petit Roi, c'est le nom du projet musical que moi et Derek on a ensemble. Allez l'écouter aussi. Googlez-le, Petit Roi Linktree, vous allez avoir accès à tout. Nos réseaux. On a sorti un single il n'y a pas si longtemps, on continue, on travaille fort, mais voilà. Puis, mais on veut en profiter aussi pour faire rayonner d'autres projets locaux, rencontrer des bands, rencontrer des passionnés. Fait que écrivez-nous pour nous partager des projets musicaux du Québec et le Grand Québec. Ça peut être même si vous venez du Nouveau-Brunswick ou autre. Juste encourager la scène. Des amoureux de la musique qui veulent faire rayonner la musique d'ici. Donc, on vous rappelle, Prêt à partir, notre chanson est disponible. On a encore des belles chansons en préparation. On essaie de
se booker des spectacles pour fin 2025, fin 2026. Vous êtes intéressé par notre podcast, par notre musique, par les deux. Vous avez envie qu'on fasse un spectacle par chez vous. Invitez-nous. Écrivez-nous. Ben oui. Que ce soit la musique, que ce soit le podcast, il n'y a aucune mauvaise raison de nous écrire. On est super ouvert, puis c'est ce qu'on veut. L'interaction avec vous, chers auditeurs. Absolument. Fait que sur ce, merci beaucoup pour être là. Ça fait 17 épisodes, c'est trippant. Bientôt 20, l'air de rien. Fait que merci vraiment de suivre notre projet. Oui, merci à tous les spinneux. Grâce à vous, ça fait déjà 17 épisodes de Spin-moi ça, puis ça nous donne encore le goût de spinner ça pendant longtemps. Ciao! Bye bye!